Ça va être un peu compliqué parce que moi je vais vous parler des gènes, mais je vais aller très vite au début parce que Damien a dit beaucoup de choses. Mais je trouvais que cette phrase qui vient d'un poète, d'une poétesse, c'était pas mal. La maladie n'a qu'un droit, c'est le droit au remède. Comment la trisomie 21 peut aider à trouver des remèdes pour les personnes avec trisomie 21, mais aussi pour les personnes dans la population générale, compte tenu des traits que vous a décrits Damien. Donc, pour ça, le plan, c'est des généralités. Je vais vous parler un peu des modèles animaux, parce que j'ai affaire à des médecins et qu'il faut que vous sachiez avec quels outils les chercheurs travaillent et quel est le temps et l'argent de ce travail. Alors, le but de la recherche biomédicale, c'est de comprendre, de connaître et de mieux comprendre pour mieux soigner et le plus tôt possible. Vous m'excusez si je vais vite, mais on doit libérer l'amphi à 19h impérativement. Donc, le but de la recherche est de diminuer certains symptômes en les connaissant mieux et en les comprenant mieux. Le chromosome 21, comme on vous a dit, contient à peu près 400 gènes, mais aussi, pour ceux qui connaissent un tout petit peu de biologie moléculaire, 2176 transcrits, ou 2180 transcrits, mais aussi des séquences non codantes qui peuvent jouer un rôle, et c'est aussi important de garder ça en tête. Comme on vous l'a dit, il n'y a aucun signe clinique spécifique de la trisomie 21, c'est seulement l'accumulation de plusieurs signes qui caractérisent. La plupart de ces signes cliniques existent dans la population générale avec une moindre fréquence et donc comprendre les causes de ces signes sur le plan génétique, moléculaire, biochimique, c'est travailler bien sûr pour la compréhension de la trisomie 21 et pour le bien-être présent et futur des personnes avec trisomie 21, mais pour tous. Les modèles animaux, je passe là-dessus, mais les modèles animaux, eh bien, on a cru qu'on ne pourrait pas travailler sur la trisomie 21 et comprendre la trisomie 21. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, il y a 400 gènes, comment on va faire des souris transgéniques pour, par exemple, le gène CFTR de la mucoviscidose, comment on va faire dans le cadre de la trisomie 21? Et juste pour vous dire, on a commencé, bien sûr, au laboratoire et dans le monde, à travailler sur un petit nombre de gènes. Ils ont été cités par Damien. C'était la SOD, c'était la CBS, dont je vais vous parler, et dont Damien a travaillé un petit peu. Mais la chance, c'est que chez les souris, en général, pas toujours, mais la plupart du temps, les gènes, il y a des homologues sur les chromosomes de souris qui sont dans le même ordre que les gènes du chromosome 21. Parce qu'il n'y a pas que le gène, mais il y a sa position par rapport aux autres gènes, ses séquences de régulation de la transcription et de la traduction. Et donc, dans le cas de la trisomie 21, les chromosomes homologues sont les chromosomes 16, 17 et 10. Des études, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces souris? Des études d'apprentissage, de comportement, de mémorisation, des anomalies du système immunitaire, des leucémies, des cancers, des études pharmacologiques, des études sur le sommeil, tout ce qu'on vous a montré sur la peau, des études sur le vieillissement. On a fait un très gros travail, nous, sur la peau. Donc, juste pour vous, et éventuellement, s'il y en a qui veulent le diaporama, vous pourrez l'avoir. Il sera sur le site puisque tout est fini. Juste pour vous montrer, par exemple, un test qu'on fait chez la souris, la piscine de Maurice, le labyrinthe de la piscine de Maurice. Vous voyez là, eh bien, on fait, c'est drôle, hein, mais on fait nager une souris. Hein. Alors, en principe, c'est un rongeur, mais on la fait nager. Et ça correspond chez l'homme à la mémoire spatiale et d'apprentissage. Le champ ouvert, ça correspond à l'activité locomotrice. Le test du nouvel objet, ça correspond aussi à la mémoire de l'apprentissage. Le conditionnement à la peur, à l'anxiété. Il faut savoir faut connaître les outils. Voilà. Le labyrinthe radial, la mémoire de travail à court terme, etc., etc. Et puis, on peut aussi, et ça c'est beaucoup plus récent, on peut faire des études sur la dépression par des tests de suspension à la queue, mais il y a d'autres tests. Et puis, c'est surtout dans le laboratoire de mon collègue, dont je ne me rappelle plus le nom, qui travaille beaucoup sur le syndrome autistique à l'Institut Pasteur. Eh bien, on peut savoir on peut enregistrer les vocalises des souris et on peut mesurer ces vocalises dans le domaine des ultrasons et aussi
regarder leur comportement social quand on met dans la cage un intrus. Et ça, c'est très important pour le comportement autistique. Alors voilà l'homologie entre le chromosome 21 humain et voilà le chromosome 21 humain. Voilà les 150 gènes du chromosome 16, voilà les 23 gènes du 17 et les 58 du... Juste pour vous dire, juste pour compléter ce que je vous disais, à savoir on a fait des souris transgéniques pour un gène, on a trouvé plein de choses. Et puis le grand throughout, comme on dit, la grande percée a été aux États-Unis quand un des grands chercheurs qui est décédé maintenant a dit mais voilà, il y a une souris de laboratoire qui est la souris 16, c'était un mutant de laboratoire en Allemagne, souris trisomique 16, qui avait un certain nombre de caractéristiques biochimiques et morphologiques qui ressemblaient à ce qu'on avait chez des bébés atteints de trisomie 21. Mais ces souris mouraient à 20 jours de gestation. La souris a une gestation de 21 jours, d'où il a eu l'idée de demander au Jackson Laboratory de faire des souris trisomiques 16 partielles qui ne mourraient pas et qu'on pourrait étudier. C'est cette souris qu'on a appelée, vous le voyez ici, la TS65DN, puis ensuite on a fait des souris différentes, TS1, CJE, et puis ensuite des souris différentes, et on a pu étudier chacune de ces souris et des tas de choses. Je vais très vite, mais pour vous montrer que ce qu'on ne pouvait pas faire, eh bien, on a su le faire grâce à la ténacité d'une personne et d'une bonne observation, souris trisomique 16. Aujourd'hui, voilà le tableau qu'on a en 2018 de toutes les souris que l'on peut étudier, et il y a plus de modèles que de chercheurs pratiquement dans le monde sur la trisomie 21, et c'est pour ça que c'est compliqué. Mais juste pour vous dire, donc cette souris-là, c'est celle que je vous ai montrée, TS65DN. Ici, vous avez une souris très intéressante, une souris très intéressante, on a la TC1. On a pu introduire le génome humain, le chromosome 21 humain dans une souris. Elle est viable et on peut étudier des tas de choses. Ça s'est fait en Angleterre. La personne a consacré toute sa vie. Il y a des tas de choses qui sont faites. Elles sont un peu imparfaites. Aujourd'hui, la souris la plus performante, et qu'on commence à utiliser au laboratoire, il faut pas mal d'argent, c'est la souris qui contient à la fois tout l'homologue du chromosome 16, plus l'homologue du chromosome 17, plus l'homologue du chromosome 10. Je passe sur c'est juste pour vous montrer tout ce qu'on a pu faire sur ces modèles TC1 que vous voyez en haut, TS65DN, etc. C'est juste pour vous montrer qu'il y a énormément de choses qui sont faites pour comprendre les symptômes de la trisomie 21 et par suite les symptômes dans la population générale. Alors, on peut tout faire et je vais commencer pour ne pas vous endormir tout de suite, je vais commencer par les anomalies du sommeil et les caractéristiques du sommeil, je vais aller très vite. Il y a des anomalies du sommeil de deux types. Les apnées du sommeil dont Damien a parlé et qui sont plutôt morphologiques, mais pas uniquement, elles sont aussi d'origine centrale. Et puis une fragmentation du sommeil qu'on trouve dans la trisomie 21, mais qu'on trouve aussi dans pratiquement toutes les déficiences intellectuelles de l'enfant. Donc c'est très important de comprendre quelles sont les causes de cette fragmentation du sommeil. Et puis dans les apnées du sommeil, c'est une caractéristique tout à fait spécifique dans des jeunes enfants avec trisomie 21, parce que dans la population générale, c'est plutôt les personnes âgées. Mais l'obésité qui est présente chez les adolescents avec trisomie 21 augmente la probabilité d'avoir des apnées du sommeil. Juste, je vais aller vite, les apnées du sommeil peuvent être mises en évidence par des appareils soit ambulatoires, soit en clinique du sommeil, et quand il est nécessaire, quand il y a plus de 20 apnées du sommeil par heure, eh bien, on met des appareils, et on connaît beaucoup de jeunes qui ont été très améliorés par ces appareils.
Donc voilà, je vous dis juste ça parce que ça se définit, c'est pas par hasard. Et voilà les caractéristiques du sommeil. Vous voyez un enfant avec trisomie 21, sommeil agité, un pourcentage de sommeil indéterminé plus important, et la mise en place des différents stades de sommeil plus tardifs. À l'adolescent et à l'adulte, il y a une augmentation de la fragmentation du sommeil, en plus des apnées du sommeil et des anomalies de respiration, qui existent aussi dans la population générale. Juste vous montrer ces anomalies de ces apnées du sommeil, 40 à 60%, 5 à 7% dans la population générale. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur le sommeil, on me regardait, ah bon, il y a des anomalies du sommeil. Oui, j'avais appris ça en allant à un congrès où j'ai entendu un exposé américain. Eh bien, aujourd'hui, comme vous a dit Damien, c'est pratiquement un phénotype général de tous les enfants adolescents d'avoir soit une fragmentation, soit des apnées du sommeil. Et les conséquences des apnées du sommeil, je passe là-dessus, c'est très important parce que c'est l'oxygénation du cerveau, et je vais passer assez vite. Donc, nous, on a fait des études sur des souris trisomiques simples, SOD ou APP, sur des souris DIRK1A. Malheureusement, on n'en a pas eu assez. L'étudiant de Lyon qui a fait sa thèse là-dessus est parti aux États-Unis, il y est resté d'ailleurs, et a fait des études sur les souris de modèle TS65DN. Les souris TC1 qui contiennent le chromosome 21 humain ont aussi des anomalies du sommeil qui ressemblent à ce qui se passe dans la trisomie 21. Et puis, il y a un papier qui est sorti en 2018 et qui est sur ce modèle dont je vous dis qui contient à la fois tous les gènes de souris homologues, tous les gènes de souris du chromosome 16, du chromosome 10 et du chromosome 17, donc qui rend compte, en gros, de toute la trisomie 21. Je passe les détails, j'ai pas eu le temps de vous le traduire. Et juste vous dire que les problèmes de sommeil peuvent avoir aussi un impact sur la motricité. Alors, deuxième point, la déficience intellectuelle. Donc, alors, ce que je veux vous insister, il y a un très bon rapport de l'INSERM, un rapport court, un rapport long sur la déficience intellectuelle. L'expertise a été extrêmement bien faite, avec beaucoup de tests différents, pas seulement le QI, mais comportement adaptatif, etc. Et beaucoup d'imagerie cérébrale permettent de différencier les différents types d'anomalies du développement dans le cas de la déficience intellectuelle. Juste comme vous êtes souvent je crois que vous êtes des généticiens, j'ai apporté cette diapo qui date de 2016, qui est une duplication partielle. Ça existe, on vous a parlé de translocation, on vous a parlé de mosaïque, mais il y a des duplications partielles du chromosome 21, voire des délétions partielles du chromosome 21 qui peuvent être extrêmement informatives, et ça je pense que nos généticiens connaissent ce papier. Et voilà une personne qui a des aspects de la figure, des mains et des pieds de la trisomie 21, et on a pu montrer quelle est la région qui est dupliquée et les gènes qui sont impliqués et qui ne contiennent pas DIRK1A. Le merveille. Alors, juste pour vous montrer effectivement comment trouver ce gène DIRK1A, eh bien, ça a été de trouver dans la DCR un certain nombre de gènes. Je passe parce que il est tard. Et juste, vous voyez, en 2000, quand la séquence a été faite par un groupe japonais et par le groupe allemand, je voudrais juste citer que la personne qui a fait l'essentiel du travail de cette publication de Nature est une personne qui était en France, au laboratoire de M. Sinet et Jean Delabarre, qui n'a pas trouvé de poste en France, qui est parti en postdoc à l'étranger et qui est resté à l'étranger et qui est un produit pur de l'immigration algérienne. Je le cite parce que on perd nos compétences. Voilà. C'est la politique, haute politique. Bien. Le gène DIRK1A, il a été trouvé chez la drosophile dans un premier temps, avec des anomalies de développement de l'aile, et puis ensuite on a cherché le gène dans le génome murin, dans le génome humain, et on a mis en évidence le rôle de cette protéine.
dans des modèles de surexpression. Donc voilà, sa fonction, c'est une kinase qui ajoute donc des groupements phosphates sur d'autres protéines, mais sur elle-même aussi. Il y a ses homologues chez le mammifère, la drosophile, la levure. Elle est impliquée, vous aurez une image tout à l'heure, dans la prolifération, la différenciation. Et quand elle est surexprimée, on a un retard de maturation, de développement neuromoteur, des acquisitions retardées des fonctions motrices, des défauts d'apprentissage et de mémoire spatiale, des anomalies de croissance de neurites qui peuvent rendre compte de l'image que vous a montré tout à l'heure Damien, qui est une image essentielle. Il y a beaucoup moins de neurites chez les enfants, enfin les personnes, enfin dans le cerveau, des personnes atteintes de trisomie 21, voire de déficit intellectuel en général, des altérations de la plasticité neuronale, et puis des modifications des profils de neurotransmetteurs, on n'en parle pas assez. Voilà tout ce qu'elle fait, cette protéine, elle fait tout. Et Damien vous a parlé des essais thérapeutiques. Oui, il y a eu des essais thérapeutiques avec un premier produit qui est le GCG, qui est la molécule bioactive du thé vert. Et avec cette molécule, qui est la catéchine la plus importante dans le thé vert, il y a eu 4 essais cliniques, enfin plutôt 3, sans stimulation cognitive, c'est l'essai pilote de 15 participants de 14 à 29 ans qui ont donné un résultat plutôt positif, qui ont conduit à continuer l'expérience, mais cette fois avec une stimulation cognitive. Et comme vous serez médecin, vous comprendrez peut-être, les parents ne voulaient pas avoir qu'un médicament ou un placebo, ils voulaient avoir quelque chose. Et donc nos amis de Barcelone ont eu l'idée de faire de la stimulation cognitive pour tout le monde, ce qui est le témoin négatif, le témoin contrôle. Je ne rentre pas dans les détails. Et puis il y avait quelque chose de très intéressant, qui est une étude à Naples qui a été publiée avec un antioxydant ajouté, mais ils n'ont pas eu d'argent pour faire l'essai clinique sur les enfants. Il y a aujourd'hui un essai clinique en cours à Barcelone sur des jeunes enfants, je passe là-dessus. Ça c'est l'essai Perseus sur des jeunes enfants, grâce en partie à la Fondation Jérôme Lejeune, et un certain nombre de travaux biochimiques sont faits au laboratoire par Nathalie Janel. Un rêve, traiter in utero les fœtus, comme cela a été montré dans des modèles de souris. C'est un rêve, mais pas plus utopique que de faire une souris trisomique partielle ou trisomique totale, si ce n'est que pour le moment, c'est des animaux. Mais on peut quand même, s'il n'y a pas de rêve et si on demande pas l'impossible, eh bien, on est en mai 68 bientôt, eh bien, on ne l'aura pas. Bien, DIRK1A, alors je voudrais juste vous dire qu'avec ce seul gène DIRK1A, eh bien on a pu montrer qu'il y a des mutations sur DIRK1A qui caractérisent des enfants ou des personnes adultes ayant une déficience intellectuelle dont on n'avait pas de génotype. On a montré que c'est lié au syndrome autistique, car il y a des mutations chez des personnes ayant un syndrome autistique. Pas tous, hein, c'est jamais des totalités, c'est jamais du noir et blanc, c'est toujours un peu, peut-être, pourquoi pas. Et il y a un modèle de souris qui est DIRK1A plus-moins, dont on a enlevé une copie, donc qui n'a qu'une copie, ni 3 ni 2, une copie, et dont on a pu regarder les vocalises et qui est un modèle d'autisme. Il y en a d'autres modèles d'autisme. Et puis, il y a des mutations aussi en cas d'épilepsie. On vous a dit, il y a plusieurs types d'épilepsie, il y a les épilepsies de l'enfant, etc. Mais c'est une des choses qu'il faut suivre, dont Damien vous a parlé aussi. Troisième élément, cancer et trisomie 21. Les personnes avec trisomie 21, on vous l'a dit, font moins de cancer solide, sein, poumon, côlon, bien que les testicules, et beaucoup plus de leucémie, type mégacariocytaire ou lymphoblastoïde. Pourquoi la présence de certains gènes du chromosome 21, soit directement, soit indirectement, joue le rôle d'inducteur de l'hémogène ou d'autres de suppresseurs de tumeurs. Alors, encore une fois, excusez-moi, encore une fois, DIRK1A,
quand on cherche, on trouve, mais encore une fois, c'est pas parce qu'on trouve DIRC1A qu'il n'y en a pas d'autres. Hein. Alors, on a pu montrer que DIRC1A induit la leucémie mégacaryoblastique, que DIRC1A régule de façon différentielle, les différents types de la différenciation immunitaire et en particulier la différenciation de ce qu'on appelle les lymphocytes T régulateurs, les T reg. Et on a pu montrer qu'un inhibiteur, qui n'est pas le meilleur des inhibiteurs, de DIRC1A, augmente la différenciation des T-reg, et cette augmentation permet de diminuer les effets adverses dans 3 modèles d'inflammation chez la souris. DIRC1A. Alors voilà DIRC1A, vous voyez, il fait tout. Voilà en rouge les effets inhibiteurs et en bleu les effets promoteurs. Et vous voyez qu'on peut tout mettre, c'est l'habitude d'avoir des grands schémas qui disent tout et un peu n'importe quoi. Mais en même temps, ça vous dit que cette molécule qui a été trouvée chez la drosophile pour un problème de développement, eh bien, elle aboutit à un problème de régulation de cancer ou de régulation du cycle cellulaire. Je trouve que c'est assez joli pour vous montrer que la science vaut la peine. Et voilà. Alors, une autre chose, on a pu montrer que la triplication du chromosome 16 dans un modèle murin augmente les progéniteurs de mégacaryocytes et de granulomonocytes, les GMP. Et puis, bon, je passe sur celle-là, voilà. Alors, une autre étude comme on dit, c'est une approche génomique qui montre à la fois le cancer du sein, le cancer du poumon, la tumeur de Wilms, le mélanome et les régions du chromosome 21 qui sont impliquées. C'est une étude espagnole et c'est très intéressant de montrer que dans ces études pangénomiques, on peut trouver des régions du chromosome 21 qui sont plus ou moins. Alors, vous voyez là. Et ce qui est en bleu, c'est du gain, et ce qui est en rouge, c'est de la délétion. Je passe sur les détails, et ils ont mis en évidence un gène qu'on connaissait. Le gène RANK1, on le connaissait, il y a des souris transgéniques pour le RANK1, mais il serait un gène suppresseur de tumeur. Voilà. Alors, autre gène du chromosome 21 impliqué dans les cancers, le gène RUNX1 qu'on connaît depuis très longtemps. Et puis, j'ai voulu faire un petit coucou, mais parce que je travaille encore sur la cystathionine bêta-synthase, malheureusement, on n'a pas eu d'argent du tout, à part tout au début. Et donc, la cystathionine bêta-synthase, et vous voyez en bas le travail de votre professeur, ici, en 2003. On l'avait cloné le gène en 1995. Il est impliqué dans le cancer de l'ovaire, du sein, du côlon. Il est lié au métabolisme de l'homocystéine et plus récemment à la production, sa surexpression est liée à la production j'ai la diapo après, de ce qu'on appelle l'H2S, le gaz qui sent la pourriture des œufs. Donc la cystathionine est impliquée dans le cancer de l'ovaire et il y a des études qui permettent de montrer comment la cystathionine permet de comprendre un peu mieux le cancer de l'ovaire. Et puis, il est aussi impliqué dans le cancer de la prostate, dans le cancer du côlon, et il semblerait que quand on inhibe la production de CBS et par suite la production du gaz H2S, c'est une voie thérapeutique. Alors il y a énormément de papiers qui sortent depuis quelques années sur H2S. Dernier plan, la trisomie 21 et maladie d'Alzheimer. Une histoire, fin du 19e siècle, Monsieur Alzheimer, Aloïs, j'ai pas oublié son prénom, avait trouvé les mêmes plaques dans des sujets mongoliens.
que dans des sujets atteints de démence. En 87, il a été publié un papier par l'équipe de Sydney montrant que l'APP était sur le chromosome 21. C'est comme ça d'ailleurs, c'est le premier gène qui a été mis en évidence du chromosome 21. Et puis ensuite, Jean Delabarre en 87 a montré qu'il y avait une duplication dans des familles d'Alzheimer en France, une duplication du gène APP. Ce travail a été fortement contesté par les Américains. Il a fallu attendre 15 ans pour qu'il soit confirmé par l'équipe de Rouen et ensuite par une équipe en Hollande et par d'autres équipes. Donc quand on est précurseur de quelque chose et que ça ne plaît pas à d'autres, on est souvent dit imposteur. Bon, alors, plasma DIRK1A peut être un facteur de risque pour l'Alzheimer. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur Alzheimer, mais il y a des correspondances, troubles de l'orientation spatiale, troubles de l'organisation, apraxie. Vous savez que la maladie d'Alzheimer, c'est la maladie des 4A. Et les troubles du langage, des anomalies de l'odorat. On ne parle pas assez d'odorat. Damien a dit qu'ils avaient des sensibilités, tout ce qui est sensoriel est important. Ils ont de l'odorat plus faible, y compris dans la trisomie 21 et dans la maladie d'Alzheimer, bien que ça soit pas un test clinique parce qu'ils sont pas arrivés encore dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Des troubles du sommeil, troubles de la mémoire, je passe. Voilà. Alors sur le plan neuronaux, je passe. C'est les mêmes types de troubles neuronaux qu'on trouve dans un Alzheimer précoce et dans une trisomie 21, morphologie et anomalie des épines, diminution de certaines zones, et présence des plaques séniles, une chose importante, il y a les deux caractéristiques biochimiques de la maladie d'Alzheimer, c'est les plaques séniles, je ne vous ai pas montré de photos, les plaques séniles et les dégénérescences neurofibrillaires qui viennent des protéines tau anormalement phosphorylées. Donc la transduction du signal, oui, j'aurais fini. Ces plaques séniles sont présentes très tôt chez les personnes avec trisomie 21. Les études ne sont pas très concordantes et puis on ne fait pas toujours de l'imagerie cérébrale pour voir les plaques séniles. Dans quelque temps, on aura des informations plus dynamiques de ces plaques chez des personnes avant le post-mortem. Pourquoi et ces plaques séniles sont présentes, quel est le rôle de ces plaques, etc. Je passe les détails, ça c'est pour vous montrer que ce qu'on met, c'est les peptides amyloïdes, Abeta40 et Abeta42. Eh bien, c'est pas tout à fait la même chose dans la maladie d'Alzheimer et dans la trisomie 21. Je passe. Voilà, vous voyez ces peptides amyloïdes qui viennent de cette molécule APP et qui font, il y a beaucoup de problèmes de stress oxydant. Ça, c'est les dégénérescences neurofibrillaires qu'en anglais on appelle NTF. Je passe la détail. Juste vous montrer ça, parce que c'est très intéressant. Ça, c'est la prévalence de la démence. C'est une vieille étude, mais ça vous montre, pour regarder cette dame-là, eh bien, la prévalence de la démence, bon, là, ça n'est qu'à 30%. On était encore, là, aujourd'hui, on est à un peu plus, 50%. Mais ça vous montre que quand les gens vivent en ouvert, dans des appartements ou autres qu'en milieu institutionnalisé, eh bien, la démence est plus faible, quel que soit l'âge. Cas de trisomie partielle, eh bien, il y a deux cas, un vieux papier de 98 et un nouveau papier de 2017. Je vous parlais de délétion partielle. Eh bien, ces deux personnes avaient des caractéristiques de trisomie 21, mais pas de démence. Elles sont mortes âgées, l'une n'est pas morte encore d'ailleurs, et elles ont une délétion du gène APP, de la région qui contient le gène APP, ce qui donne un rôle très important du gène APP pour la démence. Je passe. DIRK1A, l'inhibition de DIRK1A améliore la pathologie Alzheimer dans un modèle de souris de pathologie Alzheimer. Je ne vais pas vous montrer quel est le modèle, mais c'est le modèle de 3GAD.
Voilà, autre pathologie, j'ai dit que j'aurais fini. Je voulais vous dire quand même que la maladie de Hirschsprung est plus importante dans la trisomie 21 que dans la population générale. Et il a été cité les gènes du collagène, COL6A1 et COL6A2, qui sont impliqués dans la MEG. Et puis le gène RANK1, si vous assistez samedi matin, vous aurez des exposés sur le diabète et sur l'obésité. Eh bien, ce gène est impliqué à la fois dans les neurones et dans les cellules bêta pancréatiques et donc dans le diabète. Et puis enfin, et c'est la dernière diapo, je l'ai trouvé en dernière minute, j'ai trouvé que c'était intéressant, on a beaucoup parlé des cardiopathies congénitales. Voilà un papier de 2017 qui vous montre la probabilité de cette région-là, donc celle-ci, pour le CHD, et de cette région-là, un peu plus large, pour la VSD. Et je juste vous dire que cette recherche des gènes du chromosome 21 qui sont impliqués dans la plus grande probabilité d'avoir un CHD ou un AVSD, eh bien, on le recherche. Depuis que j'ai commencé la recherche sur la trisomie 21, il y avait une dame aux États-Unis qui faisait ça et on n'a pas encore trouvé. Pourtant, il y a beaucoup de cas. Et vous avez là, c'est pas parce qu'on a beaucoup de cas de cette pathologie qu'on arrive à trouver le gène, la cause, et comme vous le disiez Damien, eh bien, des CHD, des AVSD, il y en a dans la population générale, pédiatrique, comme dans la trisomie 21, mais dans la trisomie 21 avec une incidence plus élevée. Voilà, j'ai fini. Merci Jacqueline, tu as été rapide, tu as fait une overview. Pas le choix. Tu as fait une overview, effectivement, parce qu'on doit quitter l'amphi, effectivement, à 19h. Donc tu avais fait une overview extrêmement dense sur la trisomie 21, sur ce qu'on a, ce qu'on pourrait faire, ce qui a déjà été fait. Vous avez des questions? Tu as dit que le chromosome 21 codait environ 400 gènes. Bon. Et vous deux, vous avez beaucoup insisté sur le DIRK1A. Alors, ma question c'est, en fait, est-ce que l'on sait, enfin, donc il y a 399, si on met 400, il y a 399 autres gènes. Est-ce que l'on sait, de combien de gènes on connaît l'influence dans ces 399? Parce que tu en as cité quelques autres, est-ce que c'est d'une dizaine, d'une cinquantaine, ou est-ce qu'on connaît l'influence éventuellement faible de la surexpression de tous les autres gènes? Parce que ma question c'est, comme on se focalise sur le DIRK1A, est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt? Je veux dire, est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment le principal? C'est bien pour ça que je vous ai montré qu'il y en a d'autres. Il se trouve qu'avec le gène DIRK1A, on a été à la pêche de tas de choses. Et que, en effet, il y a d'autres gènes qui sont impliqués dans la déficience intellectuelle, qui sont sur d'autres chromosomes, et même l'expression du gène DIRK1A est influencée à la fois par l'environnement des gènes du chromosome 21, mais par d'autres gènes, d'autres chromosomes, bien sûr. Mais c'est ce que je voulais montrer, c'est qu'on a énormément d'outils pour répondre à ta question. C'est-à-dire que, par exemple, on peut prendre la bonne souris dont je vous ai parlé, la souris U, qui contient les segments des 3 chromosomes de souris homologues à l'humain, et déléter le gène du DIRK1A et voir ce que ça fait chez la souris. On peut déléter un autre gène et voir ce que ça fait. Et un par un, voir ce que ça fait. Ou région par région, parce qu'il faut avancer. Il y a très peu de chercheurs qui travaillent sur la trisomie 21. Maintenant, beaucoup plus à cause de la corrélation avec la maladie d'Alzheimer. Mais on a travaillé, je l'ai dit hier, en face de la Fondation Jérôme Lejeune, on a travaillé avec des bouts de ficelle, vraiment. Il y a eu 2 contrats européens pour identifier les gènes du chromosome, c'est-à-dire pour faire la marche des gènes du chromosome, et depuis, il n'y a plus de contrat européen. Il n'y a pas un seul contrat français
François est en train de faire des demandes avec Nathalie, il y a extrêmement peu de choses par rapport à une pathologie comme la mucoviscidose, où il y a beaucoup de laboratoires. Alors on a beaucoup d'outils, on a beaucoup de questions, et en plus ça peut servir à tout le monde dans la population générale, mais dites-le autour de vous. Pour répondre à ta question, en fait, il y a pas mal il y a quelques études qui sont sorties justement sur la surexpression de différents gènes sur tout le génome. Donc il y a une équipe française à Cochin, et puis il y a aussi surtout l'équipe d'Antonorakis en Suisse, et il a clairement été montré que la surexpression des gènes était surtout ceux du chromosome 21. Ça, on s'y attendait, mais pas tous les gènes déjà. Mais surtout qu'on savait très bien que si on avait tous les gènes, une partie des gènes du chromosome 21, il y a surtout beaucoup d'autres gènes qui étaient en fait dérégulés, que ce soit surexprimés ou sous-exprimés. Donc effectivement, on a une piste sur DIRC1. Alors c'est pour ça que moi je milite plus de dire voilà, on se focalise sur le traitement sur ce gène-là, mais peut-être qu'il faut avoir une vision un peu plus globale des choses. Peut-être que c'est la globalité qui fera marcher les choses. Parce qu'on voit très bien que APP est important, la SOD est important. Bref, on peut en faire une liste assez importante. Toujours est-il que faut voir aussi que si on veut traiter la trisomie 21, la mise en place du phénotype a lieu de façon extrêmement précoce. En fait, si on parle par exemple de la malformation du système nerveux central, le système nerveux central se met en place de façon très précoce. Le tube neural se met en place très tôt. Donc en fait, il y a peut-être pas que ça. Il y a peut-être des conséquences finalement à court terme, moyen terme et surtout long terme après. Puisqu'on parle de longévité quand même qui est largement supérieure à 60 ans aujourd'hui. Des questions? C'est vrai que quand on reprend les souris maintenant avec CRISPR-Cas9, on pourrait se dire avec les souris maintenant transgéniques, la DDP16, effectivement, c'est celle qui mime de façon précise la trisomie 21, puisqu'on a maintenant quelque chose qui a été prouvé. On a vraiment les 3 copies des gènes du chromosome 21 qui sont présents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les outils qu'on a au niveau génomique, je pense que tu as tout à fait raison, c'est qu'on va pouvoir faire des délétions de certains gènes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire le chaos d'un gène, c'est entre guillemets, d'accord avec moi, c'est facile. C'est beaucoup plus facile. Il suffit qu'avant, ça prenait quand même plusieurs mois. Aujourd'hui, on compte ça plutôt en semaines. C'est pas toujours évident, mais aujourd'hui, pour valider, il y a un papier qui est sorti récemment, pour valider finalement des mutations, peut-être le plus simple, c'est de la créer directement sur un modèle de souris. Donc on pourrait effectivement imaginer d'inhiber, de retirer une des 3 copies du gène DIRC1 ou d'autres gènes. Et effectivement, ça répondra à ta question. Est-ce que c'est ce gène-là qui est peut-être central, mais qui n'est pas le seul? Sûrement pas le seul. La souris, c'est pas l'homme. Des souris dans une cage, c'est pas des petits avec trisomie 21 dans la population générale. Mais ce sont des outils qui permettent d'avancer. Et ça, notre combat, c'est vraiment de montrer qu'on a tous les outils pour pouvoir avancer. Alors que je peux vous dire, il y a 25 ans, on me disait que j'étais folle de vouloir travailler sur la trisomie 21. Et l'important, c'est que c'est des gènes normaux. C'est pas des mutations. Vous savez, je vais encore vous donner un exemple. La mucoviscidose, c'est un seul gène. C'est 2500 mutations différentes qui donnent la même pathologie catégorisée en 5 pathologies différentes, enfin, suivant l'aspect biochimique, enfin, les aspects biochimiques. Eh bien, on n'a pas aujourd'hui encore un modèle de souris qui mime la mucoviscidose. On est obligé d'utiliser des artifices. Que ça vaut la peine de travailler sur la trisomie 21. Voilà. On va dire le contraire. Et sur la recherche. Et sur la médecine. Nous n'avons pas assez de médecins. Pas assez de professionnels de la santé. Et ce n'est pas, alors je vais faire un dernier credo, ce n'est pas une maladie, comme on l'a dit, d'une particulière gravité. On regarde, je ne vais pas plus loin. Pour
pour terminer par rapport au fait que il y a pas que la trisomie 21, c'est un petit peu différent par rapport aux autres pathologies. C'est vrai que lorsqu'on parle de la trisomie 21 au niveau génétique, je trouve qu'il y a peu de réception dans notre communauté. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intéressés par ça. Récemment, notre clinicien a passé son concours de PH, et quand il a parlé des projets de trisomie 21, on l'a regardé avec des yeux ronds. Donc voilà, en disant voilà, c'est un traitement de la trisomie 21, mais c'était juste, on l'a regardé, c'est n'importe quoi. Et donc le jury est venu me voir aux assises en me disant mais c'est des rigolos. Il n'y a pas d'autres questions, j'en pose une autre. Alors, je quitte la recherche en génétique pour m'intéresser aux pathologies associées. Parce que l'un des gros problèmes, on a insisté tout à l'heure, c'est le suivi de la santé des personnes avec trisomie 21. Trop souvent, parce qu'elles sont trisomiques, on occulte le fait qu'elles peuvent avoir des maladies tout à fait normales, sauf que ces maladies peuvent être plus fréquentes chez elles. Alors, est-ce que on remarque que nos médecins traitants, le médecin généraliste ordinaire, n'a aucune idée de la prévalence spécifique ou des prévalences différentielles de telle et telle pathologie chez les personnes avec trisomie. Est-ce que on a assez documenté les prévalences de kératocone, des apnées du sommeil? Tu as donné des chiffres, mais est-ce qu'on a fait le tableau complet des prévalences des pathologies associées qui sont plus fréquentes chez les trisomiques? Il y a certaines études, en particulier en Espagne, au Portugal, au Canada, qui donnent les prévalences de certaines de ces comorbidités, mais c'est à un tenté, la prévalence. On ne sait pas comment. Bon, on va prendre une population de 50 ans aujourd'hui, ça ne veut pas dire que celle qui a 30 ans va avoir les mêmes comorbidités. On vous a parlé des problèmes de surdité partielle. Eh bien, on ne savait pas, c'est récent, ça a 15 ans, 20 ans, on ne savait pas. Les problèmes de sommeil, on ne savait pas. Donc, et puis en France, on a très peu de médecins, on en a un ici, mais on a extrêmement peu de médecins qui connaissent la trisomie 21, extrêmement peu. Alors, sur la région parisienne, je peux même vous dire que le responsable des maladies rares, on vous dira demain, malformatives, dont la trisomie 21, qui est responsable à Robert Debré, n'a pas le temps de prendre en consultation les personnes avec trisomie 21. N'a pas le temps, n'a pas les compétences, n'a pas de collaborateurs pour faire ça, il les envoie au centre médical Jérôme Lejeune. Il y a la compétence. Pour compléter, ça fait 2 ans qu'on essaie de sortir le protocole national de diagnostic et de soins, qu'on appelle un PNDS sur la trisomie 21. En fait, on est confronté à plusieurs problématiques. C'est vrai que c'est hétérogène, que les fréquences sont différentes, et que, en fait, comme ça touche tous les champs de la médecine, c'est un travail qui est un peu gigantesque. Et donc, du coup, on a du mal à le boucler. Mais on espère que fin 2018, on aura des recommandations avec des incidents et qu'on pourra le diffuser, en particulier au niveau des médecins généralistes, pour toucher le plus de médecins possible. Pour continuer sur cette thématique-là, nous on est en train d'essayer de mettre en place justement un centre de référence pour la trisomie 21 sur Poissy avec Rodolphe. Et c'est vrai qu'on a commencé un petit peu à en parler avec nos collègues. Et moi, ce qui m'a surpris, si tu veux, c'est que des collègues qui m'ont dit qu'on était à l'internat en train de manger. Ils me disent mais on va pas faire ça. On a autre chose à faire. C'est quand même très surprenant, c'est qu'en fait, il n'y a pas de prise en compte. En fait, autant les pédiatres sont extrêmement preneurs, autant d'autres spécialités médicales ne le sont pas du tout. Les ORL, les ophtalmos, alors que tu as très bien montré, ils sont pas très partants pour aller vers ça. Autant les cardiologues, ça va, parce qu'en fait, ils sont habitués du fait de la pathologie en lien avec la trisomie 21, autant les autres, beaucoup moins. Voire, franchement, pas du tout. Bien, merci beaucoup. On peut remercier encore chaleureusement Damien et Jacqueline d'être venus.